Bon, ben, j'espère que la pause café vous avez fait du bien. Donc là, je présente Louise Lane-Weber, dont j'ai eu l'opportunité de regarder plusieurs fois déjà. C'est toujours super comme présentation. Et donc, elle va parler des statistiques, voyage au centre des statistiques d'un Postgres. Accueillez-la bien avec des applaudissements. C'est toi. Bonjour, est-ce que le micro marche? Oui, cool, parfait. C'est un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais parler de statistiques dans Postgres. Avant, oula, ça fait du bruit dans sa coupe, pardon. Avant tout ça, je m'appelle Louise, je travaille chez Crunchy Data, je travaille sur le service de Postgres Bridge, qui est un Postgres hébergé dans le cloud, sur AWS, GCP et Azure. C'est un projet qui me tient. J'ai envie de dire c'est un peu mon bébé, mais comme j'ai un vrai bébé, je ne l'assume pas trop. Mais c'est un projet qui me tient vraiment à cœur parce que j'y ai travaillé dès 2020, donc quand on l'a commencé. Donc j'y travaille en Ruby, Crystal et forcément du SQL. Avant ça, j'ai fait pas mal de Python, et puis en arrivant à Crunchy, on travaillait en Ruby, et comme je ne suis pas quelqu'un de particulièrement attaché à un langage, ça ne m'a pas vraiment dérangé de changer. Je sais qu'il y a des gens chez qui c'est un peu plus crispé. Mais en fait, à part Postgres, finalement, je n'ai pas vraiment d'attache à quoi que ce soit dans la vie, à part aussi mon enfant. Sinon, dans la vie, j'aime l'escalade, la randonnée, la montagne, et des fois, j'aime dormir aussi. Alors, aujourd'hui, on va parler de statistiques. D'abord, avant de vraiment rentrer dans les détails de tout ça, je voulais un petit peu parler de pourquoi j'ai eu envie de parler de statistiques aujourd'hui. Dans plusieurs conférences, et j'ai lu plusieurs articles sur Create Statistics, et c'est toujours quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Effectivement, j'ai eu à l'utiliser sur des cas avec des clients, particulièrement dans la boîte d'avant, où je travaillais plus directement sur des performances avec des clients. Je trouvais ça toujours intéressant, mais il y avait toujours un peu un goût de quelque chose de pas fini, où j'avais envie de comprendre vraiment derrière pourquoi est-ce que j'avais besoin de ce créer de statistiques à cet instant-là. Et donc, qu'est-ce que Postgres faisait vraiment, qu'est-ce qu'on avait comme statistiques, comment elles étaient stockées, comment elles étaient récupérées, comment elles étaient utilisées par le query planner. Et donc, une fois qu'on a compris ça, en général, on a aussi compris les limitations et qu'est-ce qu'on fait quand on constate ces limitations-là. Donc, pour vous accompagner dans ma réflexion, je vais commencer déjà par comment est-ce que vous pouvez regarder les statistiques que vous avez dans votre base de données sur vos tables et vos colonnes. Et après, on va parler des statistiques précisément qui sont stockées par défaut. Comment est-ce que le Query Optimizer les utilise pour trouver le meilleur query plan? Et les limitations, donc pourquoi est-ce que les statistiques à colonne unique ne suffisent pas? Comment est-ce que Postgres a répondu à ce problème-là? Et quelles sont aussi les limitations de cette solution? Et finalement, donc, je veux aussi préciser que ces slides sont assez verbeuses. Donc, parce que le but, c'est pour moi que vous les téléchargiez, si vous avez envie de vérifier que je n'ai pas fait des erreurs de calcul, ou que vous avez envie de comprendre mieux, notamment, vous allez voir, il y a tous les liens vers dans quel endroit du source code de Postgres vous pouvez regarder l'algorithme en question. Et je dis ça aussi parce que quand je vais les partager, il y aura des slides que je ne vais pas présenter aujourd'hui parce que je n'ai pas de temps. Et pourtant, je sais que quand je suis stressée, je parle plus vite, mais je ne parle pas 25% plus vite. Enfin, j'espère pas, sinon vous n'allez rien comprendre. Et donc, il y aura toute une partie que je ne peux pas présenter aujourd'hui, qui sera vraiment quels sont les algorithmes utilisés par Postgres pour récupérer ces statistiques-là. Donc, pour travailler sur cette conférence, j'ai utilisé une base de données qui est celle-ci, qui est une base de données de recherche médicale avec des études cliniques à travers le monde. Donc, ça va répertorier environ 200 pays, 50 États et vraiment des milliers d'hôpitaux qui viennent insérer leurs données concernant quelles études ils ont en cours, des données sur les patients, anonymisées bien sûr,
des données sur les médicaments et les tests qu'ils sont en train de faire, des données sur les problèmes qu'il peut y avoir, les événements qui vont interrompre ou pas une étude clinique. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans cette base de données, c'était le fait que je n'y comprends rien. Personnellement, mes données de médecine sont globalement, j'ai un corps humain et j'ai à peu près le bon nombre de mains et de jambes. En ce moment, vraiment à peu près. Et donc, c'était une base de données sur lesquelles je n'anticipais pas les statistiques. Je n'avais pas d'attente de « ah, je pense que cette colonne et cette colonne vont être liées », parce que non, je ne la connais pas. Et je voulais me rapprocher de l'expérience qu'on peut avoir quand on est en train de travailler avec un client qui a des données qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'a pas que ça à faire que de connaître les schémas de tout le monde. Donc, voilà, vous pouvez la télécharger, et elle fait 6 gigas, donc ce n'est pas énorme, et vous pouvez vous amuser avec. Alors, pour regarder les statistiques, vous allez avoir une vue qui s'appelle PGStat, que vous pouvez query sur votre Postgres, qui va présenter les statistiques de façon plus lisible que la table qui est derrière, qui est PGStatistic, dont le but est d'optimiser l'espace et le nombre de pages. Donc, si vous regardez vraiment la table PGStatistic, elle est assez difficilement compréhensible. Donc, vous allez avoir cette vue. Donc là, un exemple que je vous montre, c'est donc là, on a cette table qui s'appelle Outcome Analysis, avec un attribut CI%. CI, c'est le Confidence Interval, donc l'intervalle de confiance. Et donc, vous allez avoir voilà, plein de choses. Déjà, le schéma, la table, l'attribut à nouveau. Et là, ce sera les Most Common Values. Bien sûr, tout ça, on va en parler en détail. Et si vous vous intéressez aux statistiques de votre base de données, c'est là qu'il y a tout. Alors, les statistiques que Postgres récupère par défaut. D'abord, comme je n'ai pas le temps de vraiment aller dans les détails de comment fait Postgres pour récupérer toutes ces différentes statistiques, on va quand même parler un petit peu de à quel moment ça se passe. Ça va se passer pendant votre vacuum ou votre analyse. Postgres va récupérer un jeu de lignes pour pouvoir calculer ces statistiques. Ensuite, il va vraiment calculer les statistiques basées sur ce jeu de données et faire un insert ou un update sur la table PG statistique. Bien sûr, effectivement, on est sur un jeu de lignes. On ne va pas faire des statistiques sur toute une table, parce que vous pouvez très bien imaginer que si vous avez 500 millions de lignes dans votre table, ça ferait des vacuums très très longs. Donc, la taille de ce jeu de données va dépendre de configuration dont on parlera à la fin. Donc, les statistiques qui sont par défaut. Vous allez avoir les Most Common Values, les valeurs les plus fréquentes de votre colonne. Les histogrammes, c'est deux choses, on va vraiment en parler en détail, donc voilà. Les Distinct Values, qui est une estimation du nombre de valeurs uniques pour cette colonne dans cette table. La taille moyenne de la colonne. C'est-à-dire que pour un integer, vous allez avoir une valeur qui est finie, dont Postgres sait vraiment effectivement quelle est la taille, donc les UID, les int, etc. Mais par contre, quand vous avez des types texte et JSON qui varient, ça va être calculé en fonction justement de ce jeu de données qui est utilisé pour récupérer les statistiques. Vous allez avoir la fraction, le pourcentage de valeurs nulles de votre colonne et la corrélation. La corrélation, l'idée c'est qu'elle va varier de -1 à 1 et elle essaie d'estimer à quel point votre ordre physique, vraiment des pages dans votre base de données, va être lié à l'ordre de la valeur. C'est-à-dire que si vous êtes sur une valeur qui est en serial, vous avez un int pour votre ID de votre table, qui va peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on va être plutôt vers 1. Parce qu'effectivement, il y a une corrélation entre les nouveaux rangs qui apparaissent et la valeur qui augmente. Par contre, la raison pour laquelle on ne peut pas juste dire c'est 1 ou -1, c'est qu'en fait, quand vous allez faire un update ou quand vous allez faire un delete, ça va changer cet ordre. C'est-à-dire que si vous aviez 1, 2, 3, 4 et que vous faites un update de 2, vous allez avoir 1, 3, 4, 2.
Donc en fait, l'ordre n'est pas parfait physiquement dans votre disque, même si vous avez un serial. Donc c'est à ça que sert cette colonne. Alors, nos valeurs les plus fréquentes, elles sont... donc là, on a par exemple les conditions avec le nom. Vous allez avoir les most common values avec la fréquence d'apparition de cette valeur. Donc, par exemple, on a ici dans nos most common values, c'est assez intéressant pour des études cliniques, la valeur la plus commune, c'est healthy, qui apparaît 1,11%. Après, vous avez breast cancer, obesity, bon, après, ça devient plus déprimant. Mais, donc, vous avez effectivement la fréquence. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'exemple que je donne, on a énormément de valeurs. Donc, dans vos most common values, par défaut, il y en aura 100. Si vous êtes sur un type d'énum, donc c'est un nombre fini, vous allez en avoir, par exemple, là, que 3. Et donc, la fréquence, si vous ajoutez toutes les fréquences, ça va correspondre à 100% de vos valeurs. Prenons un exemple d'un query où on a justement la valeur healthy, qui est dans nos most common values. Ce qu'on va voir, et c'est ça que je vais beaucoup vous présenter des query plans au cours de cette présentation, c'est que vous avez, quand vous faites un select count avec votre clause where, vous avez là le coût, donc c'est l'estimation que Postgres a basée sur ces statistiques. On y reviendra beaucoup, vous inquiétez pas. Et le réel. Donc là, ce qu'on voit, c'est que Postgres avait estimé qu'il y aurait environ 10 283 lignes à retourner. Dans la réalité, c'était 10 040. On est quand même très, très proche, basé sur cette fréquence-là. Postgres va aussi récupérer un histogramme. L'histogramme, l'idée, c'est qu'il va éliminer toutes les valeurs les plus fréquentes. Celles-ci, on connaît déjà leur distribution, on les a, elles sont super jolies. Et ce qu'il va regarder, ça va être, en dehors de ces valeurs-là, quelle est la distribution du reste de votre colonne. Pour ça, il va diviser un des petits buckets. Je trouve que la traduction de seau est un peu bizarre, donc je vais juste garder bucket, qui va récupérer des valeurs et les distribuer de façon uniforme. Donc, l'idée, c'est que ici, on va avoir un premier bucket entre 77 et 85 pour la valeur de count de cette table baseline count. Et l'idée, c'est qu'il y aura en gros le même nombre de lignes qui vont être entre 77 et 95 qu'entre ici 715 et 537. Donc, si ça vous intéresse de regarder un petit peu plus ces buckets de vos histogrammes, j'ai fait un super joli query que je ne veux peut-être pas détailler parce que ça fait mal aux yeux. Mais c'était juste simplement pour vous montrer ceci. C'est-à-dire que pour le baseline count que j'ai montré tout à l'heure, on va obtenir un graphe qui va être comme ça, où on va voir que là, sur l'axe des X, j'ai mes buckets qui sont là, et sur l'axe des Y, j'ai le nombre d'éléments qui sont dans chaque bucket. On va voir qu'effectivement, la taille d'un bucket est entre 423 et 1173, ce qui peut vous paraître beaucoup. Dans la réalité, ça correspondrait à peu près entre 0,2 et 0,6%. Donc effectivement, on a quand même des buckets qui sont assez uniformes. Et en travaillant sur cette petite base de données si mignonne, j'ai trouvé un exemple que je trouvais ça vraiment rigolo et un peu étrange. C'est qu'en regardant l'intervalle de confiance, j'ai vu que dans mon histogramme, il commençait par moins 42,88%. Ce qui, a priori, normalement, un intervalle de confiance entre 0 et 100. Si vous avez 0% confiance en quelque chose, ce n'est pas terrible. Si vous avez moins 42,88% confiance en quelque chose, c'est vraiment, vraiment mauvais, mais surtout, ça n'a aucun sens. Donc je me suis posé la question, mais c'est quoi? Comment est-ce qu'on peut arriver avec ce chiffre-là? Donc je suis allée vraiment regarder l'étude clinique NCT 01078675, qui est très mignonne, et je l'ai lue. Ça concerne une maladie compliquée sur des enfants, et c'était pas très compréhensible. Mais à aucun moment, il y avait d'intervalle de confiance négatif, et en plus, le médicament, il marche. C'est cool. On aime les enfants.
La conclusion, c'est que les humains font des erreurs. Et particulièrement dans une base de données où on rentre des données, mettez des contraintes. Voilà. Et si vous vous dites non, mais nous, on ne fait pas d'erreur, bah, mettez des contraintes quand même, parce que j'ai à peu près 0% confiance. Alors, maintenant, sur le Query Optimizer. À quoi servent ces statistiques? Quand vous allez envoyer un query à Postgres, ce que Postgres va faire, c'est générer des différentes méthodes pour exécuter ce query. Et il va exécuter ce query en fonction du coût et utiliser le query plan qui est le plus adapté à votre query. Donc, basé sur les statistiques que Postgres a, on va récupérer mon bouton, le nombre de lignes, la taille de la donnée et le nombre de pages. Donc maintenant, pour estimer le nombre de lignes, on va parler de sélectivité. La sélectivité, c'est le pourcentage de lignes qui vont être tournées après avoir appliqué le filtre, votre where clause. Donc c'est effectivement estimé basé sur les most common values, l'histogramme, la fraction de nul, etc. Ça va permettre de choisir le query plan. Effectivement, si vous êtes en train de faire un query qui va filtrer la grande majorité des lignes, on va peut-être se dire, OK, on va pas prendre un index scan. Et si vous avez un query qui va retourner une grande partie de la donnée, on va plutôt passer sur un sequential scan. Je ne suis pas vraiment là pour parler de la différence de tout ça, parce que je n'ai pas le temps. Mais il y a des très, très bons talks sur le query planner. Ce que je voudrais juste, s'il y a certains d'entre vous qui ne sont pas forcément confortables, enfin qui ne connaissent pas forcément index scan versus sequential scan, je dirais que la différence, c'est si vous êtes en train de lire une encyclopédie sur les animaux marins et que vous voulez savoir tout sur les poissons, ce sera plus facile de lire votre livre de la première page à la dernière page, parce que ça va parler beaucoup de poissons, que d'aller voir l'index et puis de sauter à chaque fois de la page de l'index à telle page pour lire à chaque fois le petit groupe où il y a le mot poisson. Par contre, si dans votre encyclopédie, vous voulez juste savoir ce qu'il y a sur les albatros, vous allez aller à l'index et vous allez juste lire la petite partie sur les albatros qui est quand même moins fréquente. Voilà, c'est la différence en théorie. Alors, comment on fera un calcul? Comment Postgres calcule la sélectivité? Pour calculer la sélectivité, déjà, il y a énormément d'algorithmes. Donc, on va se concentrer sur une toute petite partie. Et si vous avez envie d'en savoir plus, c'est ce merveilleux petit fichier qui s'appelle Selectivity Functions, selfuncs. Donc, aujourd'hui, on va juste regarder comment on calcule la sélectivité où on a une where clause avec juste un égal, avec un plus grand, plus petit qu'une constante. Et après, comment on les combine avec un AND et comment on passe de cette sélectivité au nombre de rows. Comme vous pouvez vous en douter, il y a énormément d'autres cas, puisque vous pouvez avoir des OR, vous pouvez avoir des fonctions, vous pouvez avoir, voilà. Vous pouvez avoir des joins, etc. Donc il y a beaucoup de choses qu'on ne verra pas aujourd'hui, mais qui sont dans l'idée assez proches. Alors, donc quand on a une clause égale, c'est assez simple. Si la valeur est dans les most common values, on va avoir la sélectivité exacte. Super, c'est facile. Un exemple, c'est ici. Si je fais un select star from facilities with city equal Boston, Boston c'est ma 4e valeur, la sélectivité elle est de 0,008, ça fait 0,8%. Par contre, si la valeur elle n'est pas dans les most common values, ce que Postgres va d'abord faire, c'est initialiser la sélectivité si on élimine toutes les most common values et si on élimine toutes les valeurs nulles, parce qu'effectivement on a un égal qui est une constante. Donc, la sélectivité initiale, elle va être 1 moins toutes nos most common values, moins le nul. Après, elle va calculer, en dehors de ces valeurs, combien il resterait, en théorie, de valeurs distinctes. Et basée sur ça, elle va faire cette sélectivité initiale divisée par le nombre de valeurs autres. Ça suppose, de la part de Postgres, qu'en dehors de vos most common values, vous avez une distribution uniforme des valeurs. Ce n'est pas toujours vrai. Mais si on regarde un exemple là de City equal Grenoble, l'exemple, ça va être, voilà, pour calculer cette sélectivité, on va partir on enlève toutes nos most common values qui sont 31-32%. Là, on va dire que c'est 0. Hein.
Et donc la sélectivité de départ, elle va être à 68,1%. Quand on enlève le nombre de valeurs dans les communes, les most common values, il reste 6500 valeurs. Donc on va dire que la sélectivité de mon where clause qui est Grenoble, ça va être ce 68,1% divisé par 6555 villes. Maintenant, quand on a des plus grands, plus petits, etc. Enfin, plus petits, plus grands, pardon. Ça, c'est le nom de la fonction si vous la cherchez dans le fichier, parce que le fichier fait genre 2000 lignes. Donc d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer. Là, il va y avoir plusieurs sélectivités qui vont être calculées, puisqu'on a quand même potentiellement des filtres qui sont plus importants et qui sont très différents. Donc on va d'abord calculer la sélectivité des most common values, de l'histogramme, et après on va les combiner. Pour calculer la sélectivité dans mon most common values, on initialise à 0. On va faire une boucle à travers les most common values et on va essayer de voir si chaque valeur match votre clause where. Si c'est oui, hop, on ajoute à la sélectivité. Donc, si on prend cet exemple où j'aurai un CI%, donc le confidence interval plus grand ou égal à 95, on va faire une boucle. Là, le premier, oui, non, non, oui, donc on va ajouter ces valeurs-là qui, quand la valeur de la most common values fonctionne sur votre query. Puis, Postgres va évaluer la sélectivité de l'histogramme. Donc là, ce que Postgres va faire, c'est essayer de trouver dans votre... donc vous vous rappelez, vous aviez ces buckets qui sont distribués de façon uniforme. Il va essayer de trouver combien de buckets peuvent contenir la valeur que vous avez passée. Donc, on commence à 0, on fait une boucle dans l'histogramme. Si le bucket en question peut contenir votre valeur, on incrémente de 1. À la fin, la sélectivité, ça va être le nombre de buckets qui correspondent divisé par le nombre de buckets total. Donc, la sélectivité de l'histogramme, là, si on faisait la petite boucle à travers tout, on aurait 44 buckets qui correspondent à CI% supérieur ou égal à 95, 64 au total, et donc la sélectivité de l'histogramme, c'est 68,75%. Donc maintenant, ce qu'on a, enfin, ce que Postgres a, ça va être la somme de toutes les sélectivités des most common values, des fractions des nuls, la sélectivité des most common values qui correspondent à votre where clause et la sélectivité de l'histogramme qui correspond à votre where clause. Pour récupérer la sélectivité globale de votre query, on va commencer par, effectivement, là, c'est à nouveau le même calcul que précédemment, c'est-à-dire qu'on va regarder quelles sont les valeurs en dehors des nuls, en dehors des most common values, et ça va être notre initialisation de sélectivité, et on va dire, voilà, sur ces valeurs-là, on a 68%, donc l'histogramme selectivity, qui correspondent à notre where clause. Et après, on va ajouter la most common values selectivity. Pour vous donner un exemple, parce que je sais que c'est assez obscur parfois. Donc là, on avait notre query où on avait un CI% supérieur à 95%. Notre nulle fraction, il est quand même de 29. Si j'ajoute la somme de toutes les sélectivités des most common values, donc ce sum common, c'est 70. On a 62% des most common values qui correspondent à notre where clause. Et notre sélectivité d'histogramme, c'est 68%. Donc, on commence avec, on sait qu'il y a en dehors des nuls et de notre most common values, ça correspond à 3,7%, non 0,3% pardon, de notre table. Sur ces 0,3%, il y en a 68% qui vont correspondre à notre clause. Et à ça vont s'ajouter celles qui matchent nos most common values, des 62%. Donc on finit à 62,7%. Maintenant, vous savez tous que la plupart de nos queries, ce n'est pas sur une seule colonne. On a souvent des and et d'autres choses, mais là, ce que Postgres va faire, c'est qu'il va démarrer avec sa sélectivité à 1 et il va faire une boucle sur vos clauses.
Et pour chaque clause, il va calculer la sélectivité indépendamment et les multiplier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai ce query-là, où on a, je prends toutes mes études qui sont en phase 1 et qui sont sur le diabète, on sait que la sélectivité, il faut juste me croire, des études en phase 1, c'est 8,5%, et que de toute la table, donc vraiment on prend toute la table, et 2% de toute la table sont sur le diabète. Donc ce que ça va considérer en mergeant, en multipliant, ça va être que sur les 8,5% d'études en phase 1, 2% vont être sur le diabète. Ça correspond à peu près, finalement, quand on regarde voilà, le nombre d'euros estimé, on a 434. Dans la réalité, il y en avait 616 sur une table qui a plus de 500 000 lignes. C'est pas mal. Donc, maintenant, quand on parle, je vais juste parler du coût. Comme vous pouvez vous douter, le coût, finalement, c'est pas très compliqué. C'est-à-dire que ce que ça va estimer, au final, ça va être, on va prendre la sélectivité, on va prendre le nombre total de rows que vous pouvez trouver dans rel-tuples, les multiplier, et on a cette valeur-là. Dans la réalité, ce n'est pas exactement ce que Postgres fait, mais c'est plus simple. Parce que dans la réalité, l'estimation du nombre de rows, elle n'est pas basée sur ce rel-tuples, elle est basée sur le nombre de pages, mais c'est un peu long à expliquer, pas forcément très pertinent. Donc voilà, là à nouveau, vous voyez que tout va bien. Je ne sais plus pourquoi j'avais cette slide, désolée. Si vous avez envie d'en savoir plus sur le coût, parce que là, effectivement, je n'ai pas forcément parlé de l'estimation de la taille et de l'estimation du nombre de pages à scanner, vous pouvez aller voir ce joli petit fichier. Alors, pourquoi ça ne suffit pas? Le problème que vous pouvez constater assez rapidement, c'est que quand on dit bon, sur mes 8% d'études en phase 1, il y en a 2% qui sont sur le diabète, tant mieux, ça marche. Si vous prenez un type de query comme ça, où je vais chercher les hôpitaux qui sont dans la ville de Lyon en France, dire, bon, j'ai 6% de mes villes qui sont en France et j'ai 0,16% qui sont Lyon, estimer que juste 6% des 0,16% de Lyon sont en France, c'est faux. On sait très bien que 100% des villes qui s'appellent Lyon sont en France. Enfin, je crois qu'il y a un Lyon aux États-Unis, mais on s'en fout un peu. Ils ont aussi genre Paris au Texas. Donc en fait, on ne peut pas se dire que 6% des villes qui s'appellent Lyon sont en France. On est obligé de se dire, en fait non, on a 100% des villes qui s'appellent Lyon qui sont en France. Donc comment est-ce que vous allez le constater? Vous allez le constater quand, en faisant un explain analyze, vous allez voir quelque chose comme ça. C'est-à-dire que dans le coût là, le nombre d'euros est là de presque 300, alors que dans le réel, donc dans l'actual, on est à plus de 5000. Là, c'est le moment où, si vous avez vraiment des différences énormes comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du calcul des statistiques. Et en soi, le problème principal, c'est quel est le query plan qui va être choisi si ces valeurs sont complètement fausses. Pour remédier à ça, vous allez avoir Create Statistics. Donc là, si je le fais, Create Statistics, où je dis, en fait, il y a une dépendance entre mon pays et ma ville, que je fais un analyse, là, si je refais mon explain analyze de ce query, là, à nouveau, on a des valeurs qui sont proches entre le coût et le réel. Vous allez avoir donc plusieurs types de statistiques que vous pouvez créer à la main. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, je ne connaissais pas ma base de données. Donc, quand il a fallu se dire, bon, je voudrais bien donner d'autres exemples que simplement ville et pays, je me suis retrouvée un peu dans une situation de dire, mais en fait, moi, comment est-ce que je suis censée connaître les colonnes qui sont reliées sans avoir de query, d'avoir des clients qui ont des soucis. Donc, j'ai inventé un merveilleux query. Il est très, très beau. Si vous téléchargez les slides et que vous commencez à le regarder, je vous déconseille de le lancer sur votre base de données en prod parce qu'il a genre tourné pendant 3 jours sur ma petite base de données de 6 gigas. Mais donc là, ce qu'il faisait, ce query, c'était de calculer en fait quand il y a une différence, si je fais une where clause sur 2 colonnes,
quand est-ce que la sélectivité est complètement différente du nombre réel de lignes. Et donc, j'en suis arrivée à quelques jolis exemples. Donc, on va avoir plusieurs types de create statistics qui vont dépendre du type de query que vous voulez faire sur vos colonnes. Vous avez le functional dependency, le multivariate and distinct counts et le multivariate MCP list. Donc, pour les dépendances, c'est très bien si vous avez juste simplement besoin de faire un égal, si vous avez des valeurs qui varient l'une en fonction de l'autre. Donc là, vraiment, l'exemple de country, city est parfait parce qu'a priori, sur des pays et des villes, on ne va pas forcément faire des queries avec du supérieur ou égal ou inférieur ou égal ou supérieur, etc. Donc, a priori, on n'a que du égal. Donc là, dependency marche très bien pour ça. Maintenant, si vous avez un group by, vous allez avoir besoin de ce nDistinct qui va estimer en fonction de groupement de deux valeurs quelle est la sélectivité combinée à chaque fois. Donc, l'exemple que je donne là, c'est un baseline count sur catégorie et titre. La raison pour laquelle j'ai choisi cet exemple en demandant à mon query qui fait peur, c'est que voici les valeurs que vous pouvez voir dans cette colonne-là. Vous allez avoir sexe, female, male, female pour le titre. Donc forcément, effectivement, la catégorie et le titre sont vraiment reliés. Donc si je voulais faire un query où je me dis c'est quoi les groupes les plus représentés dans cette base de données, et que je fais ce query-là, donc je prends la catégorie, le titre et la somme des personnes qui ont été incluses dans cet essai clinique, je fais mon group by. Avant create statistic, il prenait 872 millisecondes. Après mon create statistic, il prenait que 335 millisecondes. Donc ça a aidé. Alors pourquoi? Simplement, si je vous épargne le query plan en global, parce que c'est vraiment, ça prend trop de place, mais si vous prenez vraiment juste l'endroit où on parle des groupes, vous voyez que dans l'estimation avant d'avoir fait mon create statistic, il pensait qu'il y aurait 231 000 éléments sur lesquels faire un group by. Donc forcément, on va devoir faire un group aggregate, alors que de l'autre côté, on sait qu'il n'y a en fait que 5900, donc 6000. Donc on va pouvoir faire un hash aggregate, ça va être beaucoup plus rapide. Donc c'est vraiment de l'importance d'avoir des statistiques qui sont proches de la réalité pour avoir des query plans qui sont efficaces. Ensuite, si vous avez des opérateurs où vous allez devoir faire plus petit, plus grand, ce genre de choses sur votre colonne, vous allez devoir faire des most common values, donc le create statistic most common values, qui va en fait avoir exactement la même chose qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire la fréquence, mais à la place d'être la fréquence de juste Lyon, Paris, Boston, etc., ça va être la fréquence de Lyon-Paris, Boston, États-Unis, Paris-Texas. Dans cet exemple, j'ai pris le organ system et le adverse event term, c'est-à-dire l'événement qui est déclencheur d'un souci et l'organe lié. Donc effectivement, il y a un lien, c'est-à-dire qu'on a un gastro-intestinal et nausée. Oui, ça se tient. A priori, les nausées, c'est plus gastro-intestinal que nervous system, a priori. Donc effectivement, c'est assez logique qu'il y ait un lien. Si on regarde ce query, je vais regarder les reported events, c'est-à-dire ce que les patients ont décrit comme étant un problème. Et on fait le organ system, voilà, on veut tout ce qui est respiratoire, voilà. Et hypoxia qui est bas en oxygène dans le sang. Quand je regarde avant mon create statistics, j'avais effectivement, ça me sortait 1200 € alors que dans la réalité, il y en avait 17 000. Et après avoir fait create statistic, on est à nouveau avec des valeurs qui sont plus proches. Super. Le problème, c'est que même create statistic a des limitations. D'abord parce que les histogrammes ne sont pas encore supportés dans les statistiques. Donc, ça va forcément se baser sur les most common values. Donc, vous n'avez pas cet histogramme où vous avez ces petits buckets qui montreraient la distribution
en dehors de vos most common values. Donc, on va juste se baser sur les most common values quand on va avoir des extended statistics. Et si le reste de votre table n'est pas distribué de façon uniforme, on va se retrouver avec le même souci. L'exemple que je vais montrer là, ça va être, je reprends des soucis respiratoires et je prends l'asthme à la place de mon hypoxia qui était dans mes most common values. Et là, à nouveau, bam, je me retrouve à nouveau avec 56 en estimé versus 12 000 dans mes actuals. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça? Parce que ça veut dire que finalement, au bout d'un moment, on se retrouve toujours un peu dans le même souci de le query plan choisi, ce n'est pas forcément le plus efficace. Il y a des configurations que vous pouvez faire. D'abord, effectivement, on a, quand je disais il y a 100 valeurs dans les most common values, c'est parce que c'est par défaut, Postgres en met 100. C'est une valeur qui peut aller de 1 à 10 000, donc vous pouvez l'augmenter pour votre base de données en entier, vous pouvez aussi l'augmenter pour simplement une colonne, que là j'ai mis à 1000 à la place de 100. Très bien, donc là je le mets à 1000 à la place de 100, super, et à nouveau, boum, bim, bam, boum, je me retrouve encore une fois avec un query plan qui est UPIA, le bon. Le problème, c'est qu'on peut aller plus loin, on peut trouver des valeurs obscures dans votre table. Et donc, plus on va aller chercher des valeurs qui sont peu fréquentes, plus on va à nouveau voir qu'on a une discrepancy, là, une différence entre le coût et le réel. Ce que je dis là quand je vous montre ça, c'est pas mettez la valeur à 10 000. C'est une extrêmement mauvaise idée. Ce que je dis, c'est potentiellement, on ne peut pas toujours tout optimiser. Peut-être que ce n'est pas grave en fait, qu'il y ait certains de vos queries qui pour les valeurs les plus fréquentes, qui pour les valeurs qui vont retourner le plus de lignes aussi, soient efficaces et que finalement, les choses les plus rares, bon, peut-être que ce n'est pas ces valeurs-là que vous allez query le plus aussi. Donc c'est peut-être une question à se poser. Mais voilà, vous avez aussi d'autres façons de modifier les statistiques dont moi j'ai pas trouvé d'utilité réelle, mais ça existe là où vous pouvez forcer le nombre de valeurs distinctes qui existent. Alors, ma conclusion, ouais, j'ai parlé tellement plus vite que d'habitude. Je suis vraiment désolée pour vous. La conclusion, c'est que Postgres donc, récupère des statistiques sur chacune de vos colonnes durant votre vacuum, votre analyse. Le Query Optimizer, il va utiliser ces statistiques pour choisir un query plan. Pour choisir ce query plan, il va calculer ce qu'on appelle la sélectivité, qui est le pourcentage de lignes retournées par vos clauses. Et ces clauses, elles vont être assemblées avec l'idée qu'en théorie, vos colonnes n'ont aucun lien, donc en les multipliant. Dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas. Et vous pouvez utiliser query statistique. Donc il y en a 3 différentes qui dépendent vraiment complètement du type de query que vous allez faire sur ces colonnes-là. Mais il faut quand même savoir que même ces statistiques sur plusieurs colonnes ont des limitations elles-mêmes. Voilà. Si vous avez des questions, apparemment j'ai le temps. Oui, on a le temps pour les questions. Là, tout derrière. Merci pour la conf, très clair. Moi, j'ai une question. Est-ce que le create statistique, il est dans le schéma et donc est-ce qu'il survit backup, restore, je ne sais pas, page dump, par exemple? Est-ce qu'il est durable à ce niveau? À ma connaissance, oui. Mais j'avoue que je ne m'étais pas posé la question avant. Oui, voilà. Les autres, ils disent oui aussi. Attends, j'arrive avec les micros. Qui a parlé? Non. Toi. Merci pour la présentation. Moi, j'ai une question. Là, pour l'instant, c'est quand il y a corrélation des données à l'intérieur d'une même table. Aha. Le gros problème, pour moi, et la question qui arrive, c'est
quand il y a une corrélation entre deux tables dont on est en train de faire la jointure, le create statistics, il sert à rien et on se retrouve avec une indépendance qui n'est pas exacte. Et donc, on a exactement le problème de départ avec les jointures, en fait. Oui, je sais. Non, mais c'est un problème, parce que c'est vrai que ça, c'est vraiment un problème qui, je pense, existe et n'a pas été résolu par Postgres. Et je ne sais pas vraiment à qui on peut en parler. Mais en fait, ce qu'on m'avait dit, parce que récemment, j'avais été dans une vidéoconf avec des gens qui travaillent sur Postgres, qui disaient qu'en fait, le problème principal aujourd'hui, c'est purement du code, de refaire du refactoring de code, parce que le code de Postgres est vraiment fait pour des statistiques qui sont sur une table, une colonne, et qu'aujourd'hui, il y aurait un travail à faire pour dire, mais en fait, oui, on a forcément des colonnes qui sont liées, particulièrement dans une base de données comme ça, où on va avoir les types de soins dans une table et puis les soucis qu'il y a dans l'autre. Pour l'instant, ça n'existe pas. D'autres questions? Bon, je ne vois pas plus de questions. Merci Louise.